It's not you, it's me. Ouais, j'ai pas beaucoup de photos où on voit bien ma tête, tu vois. Là, vraiment, enfin... Oui. Au moins, on voit bien. Excuse-moi, ça va être vexant, mais je te le dis direct. Les meufs, quand elles voient cette photo-là, elles se disent pas que t'es un homme à femme. Ouais, sûrement. I love you. It'll pass. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Dans cet épisode, je reçois Teferi qui a 39 ans et qui est célibataire depuis 2 ans. C'est un témoignage assez intéressant, une conversation, je dirais, assez ouverte sur les différences du dating entre les hommes et les femmes. Il y a quelques petits moments un peu rigolos, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je trouve que c'est un épisode dans lequel, en tout cas moi, j'ai un petit peu appris davantage comment c'était le dating pour les hommes. Je l'ai trouvé hyper ouvert sur ce qu'ils vivaient et en tout cas, j'ai beaucoup aimé écouter cet épisode. Pour commencer, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va très bien. Tu m'as dit que tu n'étais pas du tout stressé. Non. C'est bien. Enfin, c'est bien. J'ai l'habitude de faire ça, donc ça va. Toi, tu es célibataire depuis 2 ans. Est-ce que tu te considères de la team des célibataires heureux ou malheureux ? J'ai réfléchi à cette question parce que j'ai écouté tes podcasts, donc je sais que c'est la question d'intro. Et en fait, c'est pas si facile que ça. Je pense que je suis un homme heureux. Ouais. Mais dire que je suis un célibataire heureux, je sais pas trop. Je suis un célibataire pas malheureux. Ok. On va dire. Parce que les gens, en général, disent non, je suis célibataire heureux. Et au final, à la fin, quand tu leur demandes ce qu'ils veulent, ils attendent toutes ou tous de trouver l'amour, etc. Donc, non, pas malheureux. Est-ce que attendre de trouver l'amour, c'est forcément être malheureux ? Non, pas du tout. Mais je suis pas malheureux dans le sens où déjà, je suis heureux tout seul. Ouais. Je pense que c'est la base, tu vois, d'être heureux tout seul. Tu peux pas être heureux en couple si t'es pas heureux tout seul. Mais je pourrais être un peu plus heureux si j'étais pas célibataire, je pense. C'est drôle, je suis pas complètement d'accord avec cette notion de tu peux pas être heureux en couple si t'es pas heureux tout seul. Parce que je trouve qu'il y a un truc hyper enfermant et hyper excluant. C'est-à-dire qu'il y a des moments de vie où on n'est pas épanoui pour plein de raisons différentes, que ce soit professionnellement, amicalement. Tu vois, moi, dans les retours que j'ai sur les réseaux sociaux, t'as plein de gens autour de moi qui ont pas autant d'amis qu'ils le voudraient, qui ont pas les moyens d'avoir autant d'activités qu'ils le souhaiteraient, donc du coup, qui sont pas forcément épanouis à 100% dans leur vie, mais qui pour autant ont quand même la possibilité de recevoir, tu vois, des belles choses émotionnellement ou de donner des belles choses. J'arrive pas à être complètement d'accord avec ce truc-là. Bien sûr. Moi, après, c'est perso, tu vois, j'ai besoin de me sentir bien, moi-même, dans ma vie, pour pouvoir rentrer dans une histoire d'amour. Est-ce que je peux te demander, pour rentrer dans le vif du sujet, quelles sont tes difficultés pour trouver l'amour ? Je pense que déjà, moi, je marche au coup de cœur. J'ai toujours marché au coup de cœur. Je suis pas du genre à, tu vois, enchaîner les relations quand je le sens pas et, entre guillemets, passer le temps avec quelqu'un. Donc, si je suis en couple, c'est que vraiment j'ai eu un coup de cœur pour quelqu'un et que j'ai envie d'aller plus loin. Et c'est rare, tu vois, ça, c'est une des difficultés. On n'a pas des coups de cœur tous les jours. Et je pense que peut-être aussi j'étais un peu trop exigeant pendant longtemps. Tout ça fait que, tu vois, si sur 10 personnes, il n'y en a qu'une pour qui j'ai un coup de cœur, il faut que cette personne, déjà, elle soit célibataire. Il faut qu'elle soit de la même orientation sexuelle que moi. Et après, si même tout ça, ça va, il faut qu'on s'entende bien. Donc ouais, au final, c'est pas si simple que ça de... Quand tu dis t'es trop exigeant, c'est quoi être trop exigeant ? C'est des questions pièges, tout ça. trop exigeant, je sais pas. Tu me dis je suis trop exigeant. Moi, par exemple, je me définis d'une certaine manière, en tout cas, je me définis très exigeante. Parce que j'estime que j'ai pas abaissé mes standards, que je suis très bien toute seule et que pour laisser rentrer quelqu'un dans ma vie, putain, va falloir qu'il ait de quoi poser sur la table. Je pense que pendant longtemps, j'ai été trop exigeant dans le sens où c'est comme si j'avais une liste, tu vois, avec des cases à cocher. Il faut qu'elle soit comme ci, comme ça, qu'elle aime ça, qu'on partage ci, qu'on partage ça. Aujourd'hui, je suis un peu moins là-dedans. C'est dans ce sens-là où je pense que j'étais un peu trop exigeant. Tu sais, quand tu
quand t'as une checklist et tu cherches absolument la personne qui coche toutes les cases. Enfin, moi, tu vois, quand je regarde, j'ai une checklist, et quand je regarde les gens pour qui j'ai des coups de cœur et ma checklist, en vrai, c'est pas si éloigné, tu vois. J'ai eu des petites révélations cette année sur mes préférences en matière d'hommes ou de femmes et tout, mais en général, c'est quand même très proche de ce que j'ai en tête. Je pense justement que on manque de checklist. Si on savait plus le type de personne avec qui on a envie d'être. Et pour le coup, je parle plutôt pour les hommes, c'est que j'ai l'impression que les hommes, à part avoir une checklist physique, c'est un peu compliqué. Ils n'ont pas l'air de vraiment savoir ce qu'ils souhaitent. Tu vois, c'est comme sur les applications de rencontre, tu sais, tu mets quel type de relation tu cherches, et t'en as plein qui disent « Ah bah non, mais je ne saurais pas tant que je n'ai pas rencontré la personne ». Mais enfin, ça n'a aucun rapport. Si tu sais ce que tu as envie de vivre, ça veut pas dire que tu vas vouloir le vivre avec chaque personne que tu rencontres. Et je pense qu'il y a des trucs qui sont plus importants que d'autres. Je sais pas si ça a évolué, toi, par rapport à il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais il y a peut-être des trucs sur lesquels c'était peut-être un peu trop, tu vois. Aujourd'hui, je cherche plus une meuf qui forcément... Moi, j'aime le cinéma, je vais beaucoup au cinéma. C'est hyper important pour moi de regarder des films en VO. Aujourd'hui, si la fille me dit je regarde pas de films en VO, je regarde des films en VF, bon, ça va être un peu... ça va être un peu chiant. Donc l'un des critères, c'est que les meufs regardent les films en VO. En tout cas, qu'elle soit pas fermée à regarder des films en VO, tu vois. Je suis tombé sur une fille qui voulait absolument tout le temps regarder que des films en VF. Ouais. C'est pas possible, c'est une torture pour moi de regarder des films en VF. Au pire, vous pouvez regarder des films chacun de votre côté. Ah ouais, mais j'aime bien regarder des films avec ma meuf. Ouais. Partager des films, regarder des films avec quelqu'un, ça fait partie des trucs que je kiffe. Ouais, mais sinon, dans ce cas-là, vous pouvez aller vers le cinéma francophone, quoi. Québécois, français. Tu vois, on est tombé d'accord sur les Disney. Tu vois. Ok, je vais bien regarder les Disney en VF. Non, mais il y a des petits trucs comme ça. Avec le temps, tu te dis, bon, vas-y, c'est stupide, en fait, de chercher une fille qui absolument coche toutes les cases. Il y a des trucs qui restent importants, mais pas tout. Dans le témoignage que tu m'as envoyé, tu m'as évoqué que, attention, je le formule en mode un peu putassier. Vas-y. Mais tu m'as expliqué que tu pensais être trop bien. Ah bon? Ah, j'avais dit c'était putassier. Laisse-le arrêter. Pas trop bien, mais tu m'as exprimé que physiquement, tu renvoyais peut-être quelque chose de l'ordre du mec à meuf, qui couche avec plein de meufs, que t'estimais que tu réussissais très bien dans ta vie et que du coup, ça pouvait bloquer des choses ou des rencontres, en tout cas que certaines personnes pouvaient se sentir peut-être pas complètement à l'aise avec cette situation sociale. Qu'est-ce que ça signifie? Alors déjà, pour le physique, ouais, je pense que je renvoie un truc, tu vois, un gars qui a des tatouages et tout. On pense souvent que j'ai eu 50 000 histoires, que j'ai couché avec je ne sais combien de meufs, alors que c'est pas vrai du tout. Et ouais, je réussis plutôt bien ma vie. En tout cas, je suis heureux dans ma vie, je fais plein de trucs. Et ça va, quoi. Je suis stable. Mais du coup, comment ça s'exprime vis-à-vis? Parce que tu me dis que tu sens que ça crée un blocage. J'ai eu des ex pour qui, à un moment, c'était devenu un peu trop. Je veux pas paraître prétentieux en disant ça, mais tu vois, que je prenne un peu trop la lumière, que je sois populaire, qu'on m'aime bien, que je fasse plein de trucs. Ça les a fait sentir un peu être la meuf d'eux. Tu vois, être juste la meuf de Teferi et pas un être humain à part entière, tu vois. C'était pas forcément de ma faute. Moi, quand j'ai une meuf, si elle fait des trucs, je soutiens, je suis là, je fais des trucs avec elle. Et je demande que ça, moi, une femme qui soit épanouie, accomplie, et je sais pas, qu'elle fasse n'importe, du volet, du tricot, du saut à l'élastique. Moi, je viens la voir, je viens à ses compétitions, je la soutiens. Et là, plusieurs fois, ça a posé un peu problème parce que parce qu'elle m'accompagnait et c'était devenu les meufs d'eux. Et moi, ça m'intrigue ce truc-là parce que t'es pas une star, quoi. Bah non. Donc, j'arrive pas à comprendre. Enfin, tu vois, moi, par exemple, dans mes relations avec des hommes ou avec des femmes, enfin, des fois, il y a la question du public qui pose problème. On m'a déjà dit, moi, jamais je voudrais t'exposer sur les réseaux sociaux, le fait que tu sois trop public, le fait que des gens puissent
te reconnaître dans des lieux, par exemple, de fête, et que du coup, on ait une intimité qui soit publique, peu importe où on est. Ça, des gens m'ont déjà dit, ça me pose problème. Par contre, du fait que j'ai du succès dans mon travail, que j'ai du succès dans mes projets, etc., ça n'a jamais été un problème. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre comment, dans ton sens, alors que t'es pas une star, alors que... Attention, je dis pas que je suis une star, hein. Je dis pas ça. T'es une star. Mais que tu sois dans des projets quand même assez confidentiels. Ça peut être intimidant, je pense, pour certains gars, en tout cas vis-à-vis de toi, de se dire, elle fait plein de trucs, elle est... On la voit en vidéo, elle a un podcast, etc. C'est une personnalité publique. Je dis pas que c'est le cas avec toutes les filles, mais c'est arrivé avec 2 ex qui... c'est pas une question d'être connu ou pas, c'est juste, je sais pas, un sentiment d'infériorité qui s'est développé alors que, je sais pas, ça n'a pas lieu d'être, mais je peux pas vraiment l'expliquer. Et ça, c'est... Là, ça sonne comme une question piège. C'est les meufs qui se le créent toutes seules, ce sentiment d'infériorité? Pour le coup, oui. Je pense que, en tout cas, ma dernière relation, je pense que oui, parce que mes meufs, moi, j'aime bien. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est normal de les inclure dans ma vie. Et je les présente vite à mes potes. Et je veux que mes potes l'aiment bien, qu'elle traîne avec mes potes. Elle fait partie de ma vie. Elle est souvent avec moi. Donc... je sais pas, pour moi ça me paraît normal, et puis quand je fais des trucs à ma compagne et vice versa, mais si cette personne, elle fait pas autant de trucs et elle est pas autant épanouie dans sa vie pro ou perso, ben ouais, peut-être que ça peut bloquer à un moment. Toi aujourd'hui, comment tu cherches l'amour? Là, je cherche plus. Pendant longtemps, j'ai cherché. Je pense que pendant longtemps, j'ai eu cette vision un peu romantisée de l'amour, où dans les films, on te fait croire qu'il faut absolument trouver la bonne. Et c'est un peu la quête du Graal, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai un peu fait la paix avec ce truc-là. Et je fais juste des trucs. Je fais des trucs, et si, dans tout ce que je fais, il s'avère qu'il y a une fille qui passe par là, et on s'entend bien, et je l'aime bien, et tant mieux, mais... je recherche plus tant que ça, même sur les applis de rencontres. Je suis un peu saoulé. Attends, on a tous des besoins. Je veux dire, on a tous envie de baiser, on a tous envie de se sentir dragué, on a tous envie de charmer. Tu vois, par exemple, moi, j'utilise plus trop les apps de dating, sauf quand j'ai envie de ken et tout, mais on est quand même toujours plus ou moins dans une posture de recherche. Je pense que ça passe par des phases. Tu vois, quand je suis célibataire, en tout cas, le schéma, il se répète souvent, et c'est assez classique. Hein. Ouais. J'essaye de vite passer à autre chose. Je suis pas... C'est-à-dire de vite passer à autre chose? Quand ça se finit, je reste pas longtemps dans le mal, je me morfonds pas, je vis ma vie, je fais du sport, je sors. Tout le monde fait ça, c'est une manière d'oublier un peu, ou de moins penser à ce truc-là, mais souvent, donc je passe vite à autre chose, et là, je rencontre plein de gens, ou en tout cas, je fais en sorte de rencontrer plein de meufs. Enfin, plein de gens en général, mais je sors beaucoup, et voilà, j'enchaîne un peu, j'ai enchaîné un peu quelques histoires, même si, je t'ai dit, j'aime pas trop ça. J'aime pas, en tout cas, j'aime pas faire croire aux gens que, voilà, on va rentrer dans une histoire d'amour, même si parfois tu sais pas, mais je suis assez honnête quand c'est comme ça, je le dis tout de suite. Je dis tout de suite, écoute, j'ai pas envie d'être en couple, mais si tu veux, voilà, on peut aller au resto, on peut aller au ciné, on peut faire des trucs cool ensemble. La fameuse situationship. Yes! On n'est pas en couple, mais j'adore coucher avec toi, j'adore dormir chez toi, j'adore aller au ciné et manger avec toi au restaurant. Ouais, mais quelle est la différence avec un couple? Ouais, mais je préfère être honnête, tu vois, et dire à la fille, voilà, ça va pas déboucher sur ouais, mais du coup, histoire d'amour, plutôt que de faire semblant. Tu veux faire semblant, ouais, je cherche l'amour et on va... Ouais, mais du coup, pourquoi cet attachement au situationship? Moi, c'est un truc qui m'intrigue, parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est devenu un truc hyper normal d'avoir une vie de couple, mais en se disant, attention, ne t'attache surtout pas, je ne suis pas amoureux et on ne va pas tomber amoureux. Mais donc, dans ce cas-là, pourquoi entretenir ce semblant de couple, de vie de couple? C'est pas un truc qui m'arrive souvent, mais tu vois, si je rencontre une fille et qu'on s'aime bien, mais je t'ai dit, je marche au coup de cœur, donc parfois je sens tout de suite que ça va pas aller plus loin qu'un flirt.
je préfère être honnête tout de suite et dire à la personne, voilà, je sens que, ou je suis pas prêt, ou je sens que entre nous, ça marchera pas sur la durée. Ça, je comprends, mais du coup, pourquoi installer une espèce de situation de couple sans en prendre la charge émotionnelle? Parce que juste coucher avec quelqu'un, moi, ça me plaît pas forcément, tu vois, juste coucher, après rentrer chez moi. Ouais, mais dans ce cas-là, moi, vraiment, j'arrive pas à comprendre ce truc-là. C'est toutes ces activités que tu décris, dîner ensemble et tout, c'est des trucs que tu partages avec tes amis ou dans ton couple ou, enfin, tu vois, moi, j'insiste sur cette question-là parce que c'est un truc qui revient beaucoup dans les épisodes, qui revient beaucoup dans les histoires que mes amis me racontent aussi en privé. Ce truc de, le mec, il a 2 slips chez moi, je connais son plat préféré, je sais c'est quoi son film préféré, on s'investit dans ce qui est agréable, on s'investit pas dans, entre guillemets, ce qui est désagréable. Mais sauf que partager ce quotidien-là avec quelqu'un, ça veut dire qu'on apprécie la personne, ça veut dire que on est quand même là pour plus que du sexe. Ça t'est déjà arrivé de rencontrer un gars, tu l'aimes bien, mais tu sens que, voilà, c'est pas quelqu'un qui est fait pour toi sur la durée. Ouais, dans ce cas-là, je couche et je le revois pas. Ok. Moi, si j'aime bien et que j'ai envie de coucher avec cette personne, pourquoi pas aussi partager d'autres trucs si la personne est cool et qu'elle est ok pour ça. On se voit, on va au ciné, on partage des trucs et on couche ensemble. Mais on sait que à un moment, voilà, ça va se finir. Est-ce que c'est pas justement un peu de la lâcheté émotionnelle? Est-ce que c'est pas de la lâcheté d'engagement Parce que dans ton témoignage, il y a un truc qui est beaucoup revenu. Et avant l'enregistrement, tu m'as un peu fait allusion à ça. Genre le temps d'avant, c'était mieux avant. Avant, il n'y avait pas les applications de rencontres. Avant, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Mais avant aussi, l'engagement était quelque chose. Avant, alors moi, je ne fantasme pas du tout le temps d'avant. En tant que femme cis, vraiment, le temps d'avant ne me fait pas rêver. Mais pour avoir consommation, il y avait une forme d'engagement. Tu ne partageais pas ce quotidien avec quelqu'un si tu n'étais pas prêt à mettre un engagement sur la table. Donc c'est ça, dans ton témoignage, il y a ça qui me trouble un peu. C'est qu'à la fois, on veut le temps d'avant, mais à la fois, on veut tous les codes d'aujourd'hui où on s'engage pas du tout, mais en prenant ce qu'il y a de bien. Ouais, moi, je vois pas de mal à ça. On peut partager des moments sur une courte durée, même si, encore une fois, je te dis, ça m'arrive pas si souvent que ça. Et faire en sorte que ce soit cool, tu vois. On partage des trucs comme tu partages des trucs avec des potes, hein. Mais on ken. Mais tu vois, je préfère être honnête plutôt que de faire semblant et dire à la meuf, je cherche l'amour, etc. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, peut-être un peu trop. Je suis profondément dérangée par ça. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, voilà, parlons très pragmatiquement. Quentin, qui enregistre le podcast avec moi, tu nous as vus en avant. On est vraiment devenus des super potes à force de travailler ensemble. C'est quelqu'un que j'adore. C'est quelqu'un avec qui on pourrait aller faire des ciné, des restos, avec qui on peut se poser. C'est quelqu'un avec qui on parle beaucoup, avec qui on s'écrit quand ça va pas, quand ça va pas, quand ça va bien. C'est quelqu'un avec qui on partage une intimité, une forme de quotidien. Sans que aucune sexualité ne rentre là-dedans. Quentin, je le trouve très beau. Je pense qu'il me trouve jolie. Mais pour autant, à aucun moment vient se mêler à tout ça un désir de sexualité ou un besoin de sexualité. On peut avoir... Ouais, mais en fait, pourquoi justement ne pas arriver à se dire j'apprécie quelqu'un même si je la trouve jolie, j'ai pas besoin de coucher avec elle, j'ai pas besoin d'avoir ce faux semblant de couple. Ça arrive aussi. Après, parfois, t'es juste attiré par quelqu'un sexuellement, en plus de l'apprécier en tant que personne. Une des dernières histoires que j'ai eues, c'est une pote me présente une pote, elle me dit elle est célibataire depuis un moment. On adore ce genre de rencontres, les meilleurs. Donc c'est bon, elle dit je vais vous présenter, ça va être génial, vous allez faire des enfants et tout. Bon, au final, on se plaît bien, il n'y a pas d'enfants. On se plaît, c'est cool. Ça fait un moment que je suis célibataire, elle aussi. Elle a envie de ken, j'ai envie aussi. Et voilà, on se voit, je vais chez elle, elle vient chez moi, on va au resto, on se balade. Mais voilà, dès le départ, déjà, elle, je pense qu'elle le sait, elle sait qu'elle n'est pas prête. Ça fait 3 mois, je crois, qu'elle est célibataire, elle n'est pas prête de se remettre dans un truc, elle a envie juste de profiter. Mais pas juste, on se voit, on va chez l'un et l'autre et on couche ensemble. Donc voilà, on se voit, on regarde des films en VF, des Disney. Le traumatisme des films en VF. Elle m'a traumatisé. Cette fille-là, après, on a commencé à se voir de moins en moins.
Après, on s'est revus un petit peu. Et au final, on s'est même pas dit on arrête ou quoi. Juste, avec le temps, chacun a fait sa vie. On se parle encore de temps en temps. Et je crois qu'elle a un mec en ce moment. Et c'est cool. La pure situationship. Je déteste. Ouais, mais moi, parfois, je vois pas de mal à ça. Je pense qu'il y a pas... Enfin, je pense qu'il y a... J'allais dire, il y a du mal à rien. Non, c'est pas vrai. Mais c'est que je trouve que c'est un truc qui est tellement répandu et qui est devenu tellement normal et qui... Et je pense sincèrement que ça empêche les gens de s'attacher. Je pense que c'est problématique si ça se répète. Si c'est ton mode opératoire, si vraiment tout le temps, t'es en recherche de ça, t'as pas envie de t'engager, à chaque fois t'enchaînes des relations de ce type. Moi, c'est pas le cas. J'ai envie de rebondir sur la notion de coup de cœur. Donc toi, t'as 39 ans. Qu'est-ce que t'entends par coup de cœur ? Coup de cœur, c'est comme dans les films. Hein. C'est je rentre quelque part et je vois une fille et je me dis... ouais, je suis amoureux d'elle. C'est quoi les symptômes physiques d'un coup de cœur ? Comment tu reconnais que t'as un coup de cœur pour quelqu'un ? Elle est trop belle, j'ai envie d'aller la voir, j'ai envie de parler avec elle. Donc c'est un coup de cœur physique ? C'est un coup de cœur physique, bien sûr. J'insiste sur cette question de coup de cœur parce que récemment, j'ai fréquenté quelqu'un qui était journaliste comme moi, qui avait le même âge que moi, 35 ans. On avait absolument tout parfait. Sexuellement, c'était vraiment top. Intellectuellement, vraiment top. L'humour, mais exactement le même humour. Très piquant, très, voilà... C'est quelqu'un qui avait à peu près le même rythme de vie que moi. Il était beaucoup en déplacement. Il réussissait bien dans sa vie. Donc, du coup, aucun problème d'ego ou de manque par rapport à ça. Et puis, alors que tout était parfait, j'ai senti une petite distance s'instaurer. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui communique beaucoup. Donc, je lui ai dit, Hell, Pépito, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Viens, on se dit les choses. Et il m'a expliqué qu'il n'avait pas les papillons dans le ventre, qu'il ne comprenait pas, que vraiment, il comprenait pas que j'étais parfaite, que notre relation était parfaite, mais qu'il avait pas les papillons, il avait pas le manque, etc. Et moi, ma première réaction, c'était de me dire, mais je n'ai pas les papillons non plus, je n'ai pas mal au bide quand je pense à toi, je n'ai pas de manque de toi. Et pour moi, ça veut dire que c'est une rencontre qui est saine. C'est-à-dire que, pour moi, mon point d'alerte, si je rencontre quelqu'un et que je ressens un manque, que je ressens une espèce de truc dans le ventre qui me chatouille parce que la personne me provoque quelque chose, pour moi, c'est des signes hyper négatifs. Et au contraire, je ne les associe pas du tout à l'amour, je ne les associe pas du tout au coup de cœur. Je les associe à quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas très sain. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est est-ce que le coup de cœur, toi, comme tu l'entends, justement, c'est ce truc qui est les papillons dans le ventre, le manque de la personne Pas forcément les papillons. Les papillons, c'est fort quand même. Mais j'ai besoin de m'emballer. Et moi, je m'emballe hyper vite. Quand j'aime bien quelqu'un, je m'emballe. C'est quoi s'emballer ? C'est... je vais pas attendre, je sais pas combien de jours ou d'heures pour envoyer des messages. J'aime bien quand normal, c'est... Ouais, je déteste ça. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps sur Hinge et... Ah, donc tu vois, tu cherches, bon... Bien sûr, je suis aussi sur les applis. Là, tu sors de ton profil, on arrête. Évidemment. Non, je cherche pas l'amour, je suis ouvert à la vie. Évidemment. Moi aussi, je suis ouverte à la vie. Ok, parlons de Hinge, on s'en bat les steaks de... Ok, les voilà. papillons, donc maintenant, papillons. on s'en bat les couilles. Parce que là, ça y est, Vas-y. tu commences à enfin t'ouvrir un peu. Donc, tu es sur Hinge. Bien sûr. Ok. Mais j'ai l'impression que je suis obligé d'y être. Ah. Je me suis retiré de Hinge il y a un mois ou deux. Ok. Parce que justement, ça me saoulait un peu. Tu as parlé tout à l'heure de ma nostalgie un peu des années 90. Je suis un peu nostalgique de plus avoir le choix. Tu sais, où quand on sortait avec mes potes, si on voulait rencontrer des meufs, on était obligé de se faire beau, on était obligé de faire des efforts de sortir, faire les efforts d'aller parler aux gens. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens font de moins en moins d'efforts puisqu'ils ont tout à disposition sur leur téléphone. Et j'avais envie de plus vraiment avoir le choix. Donc j'ai supprimé. Et j'ai ressenti un peu ce truc. J'étais obligé de sortir. J'étais obligé de demander à mes potes, venez on sort, venez on fait ci, venez on fait ça. Sauf que mes potes, eux, ils sont pas forcément alignés avec mes envies. Et, c'est-à-dire, ils sont en couple et eux, j'en ai qui sont en couple, j'en ai qui sont mariés, j'en ai qui sont célibataires, mais ceux qui sont célibataires, ils sont rentrés dans une forme de facilité un peu...
T'es à la maison, tu regardes un film à la maison, tu te fais commander, tu te fais livrer à manger. Tu te fais livrer quelqu'un à la maison, tu vas sur Tinder ou Hinge ou n'importe, et tout de suite, tu parles, la personne elle vient chez toi. Et ça les bloque dans leur vie de tous les jours. J'étais en vacances avec des potes. J'ai un pote on est en Thaïlande. Voilà, en Thaïlande, il y a tout est possible. Il y a tout type de personnes qui viennent du monde entier. T'es à la plage et mon pote, il est sur Tinder à la plage. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Non, mais ça c'est un vrai truc. Mais toi, par exemple, parce que justement, dans tes vocaux de témoignages, tu me disais, putain, moi, ça fait 1000 ans qu'il n'y a pas une nana qui m'a souri en terrasse, ou avec qui il n'y a pas eu un petit sourire un peu soutenu, un regard soutenu. Ouais, ça fait pas 1000 ans, mais c'est de plus en plus rare, j'ai l'impression. Ouais. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus fréquent. Aujourd'hui, les gens sont moins à l'affût, j'ai l'impression. Vu que tu parles déjà avec je ne sais pas combien de personnes sur ton téléphone, ben... T'as plus besoin d'être à l'affût, en fait. Et c'est drôle parce que je trouve ça, en fait, hyper paradoxal, hein, dans le sens où, en fait, tout le monde est sur les applications de rencontres. Très peu de personnes y trouvent encore leur compte. Tout le monde arrive quand même à la fin de cette ère-là où, tu vois, ça a été très fun au début, mais tout le monde, là, quand même, commence à être très lassé de tout ça et à souhaiter, justement, des rencontres dans la vraie vie. Mais par contre, c'est vrai, tu vois, moi aussi, je fais le constat que quand je suis dans un bar... Oh bah écoute, je sais pas, la dernière fois qu'un mec m'a offert un bar pendant que j'avais... Enfin, un bar. Il n'est pas millionnaire, mais la dernière fois qu'un mec m'a offert un verre pendant que j'attendais un verre au bar, je trouve que les échanges, en effet, sont de moins en moins fluides. Est-ce que c'est notre âge? Est-ce que c'est le fait, justement, qu'on ne sait plus faire pour draguer quelqu'un dans la vraie vie? Toi, qu'est-ce qui t'empêche, justement, quand t'es dans une soirée ou autre, d'aller vers une nana et de lui dire, bah écoute, voilà, je te trouve jolie, est-ce que je peux t'offrir un verre? Je le fais encore, mais... Mes potes ont moins en moins envie de sortir. Et je sais pas, après je rencontre pas mal de gens, hein, mais il y a toujours c'est surtout chez les gars. Tu vois, tu dis, voilà, les gars viennent plus parler, mais bah, mon pote qui est sur Tinder en Thaïlande, je lui dis, mais tu fais comment en France? Bah, il me dit, je vais au taf, après je vais à la salle, et après je rentre chez moi à Tinder. Et du coup, il n'a plus envie d'aller parler aux meufs dans des bars. Il n'a plus envie de se prendre de râteau. C'est plus facile de se prendre un râteau sur Tinder. Bien sûr. C'est plus facile. Et moi, quand j'ai été parler à une meuf, il m'a dit, tu lui as dit quoi? Bah, je sais pas, je lui ai juste demandé, elle venait d'où, si elle allait bien, qu'est-ce qu'elle faisait ici. Et pour lui, c'était un truc de fou. Mais du coup, pourtant, donc toi, tu me dis que tu arrives à faire ces démarches-là et tout, mais pour autant, tu n'as pas l'impression de rencontrer autant de personnes que tu le souhaiterais? C'est bizarre, c'est paradoxal. Je suis dans un moment de ma vie où je fais tellement de trucs et je rencontre tellement de gens, mais c'est pas romantique, tu vois. Je me fais beaucoup d'amis, mais il y a personne vraiment pour qui j'ai des coups de cœur. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Ouais. Moi, je préfère aujourd'hui m'investir dans mes relations amicales et j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été entouré de beaucoup de gens. On n'en parle pas assez de l'amitié. C'est clair. Moi, c'est surtout que, tu vois, quand je fais le bilan, je trouve que mes relations amicales m'ont apporté beaucoup plus de choses dans ma vie que mes relations amoureuses. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, moi, j'ai mis sur ça. Je rencontre des gens, je me fais des potes. Et si dans le tas, à un moment, il y a une fille qui sort du lot et avec qui il se passe quelque chose, c'est cool. Mais pour l'instant, je suis plus dans cette recherche. Je fais des trucs cool avec des gens cool et je donne beaucoup à mes amis, j'entretiens mes relations amicales. Pour moi, l'amitié, c'est comme l'amour, en fait. Je traite mes potes comme je traite mes meufs. Ça, je l'ai bien compris, vu que tu baises avec les filles, que tu les emmènes au ciné, au restaurant, mais qu'on n'est pas en couple. Je vous déteste. Toi, il y a un truc que tu m'as exprimé dans ton témoignage que j'ai pas totalement compris, où tu me disais un peu la peur d'être mal jugé, dans le sens que, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, que tu avais une forme de crainte, en tout cas, mot pour mot, ce que tu me disais dans ton témoignage. Tu me disais, bah voilà, d'avoir la mauvaise blague, d'être catalogué dans quelque chose que je suis pas forcément, mais voilà, t'as cité les exemples grossophobes, je sais plus ce que t'avais dit comme exemple, mais en tout cas, dans ton témoignage, il y avait un truc que t'avais peur du mauvais comportement. Je te disais exactement qu'on pouvait vite être taxé de grossophobe, homophobe, peu importe. Ouais. Surtout sur les apps.
Parce que parler avec quelqu'un par message, c'est pas comme parler avec quelqu'un en vrai. Un exemple, il y a pas très longtemps, je match avec une fille sur Hinge. Et je suis pas du genre à parler avec 200 meufs. Je parle avec une meuf ou deux et encore. Donc là, je match avec cette fille, c'est au moment où je me remets dessus. Je parle qu'avec elle. Ouais. On parle un petit peu, elle met un peu de temps à répondre. Moi, je t'ai dit, je fais pas semblant. Pour le taf, j'ai tout le temps mon téléphone en main. Moi, quand elle me répond, si je vois le message et que je peux répondre, je réponds tout de suite. Okay. Donc, ça va, on discute, elle aime le ciné. On s'entend bien. Elle me propose de se voir une semaine après. Sauf que je suis pas dispo. J'organise un festival à ce moment-là. Donc, pendant 4 jours, c'est pas possible pour moi. Je suis en plein montage du festival. Elle me dit, ça te dit 17h30, on se voit aujourd'hui. Je lui dis, c'est chaud. Je suis en plein montage. Ça va être compliqué, mais je vais essayer. Faut savoir que à ce moment-là, je suis dans le 91. D'accord. Allez, je me débrouille quand même pour aller la voir. Sauf que je lui envoie un message à 15h pour lui dire, c'est bon, je me suis libéré. Elle me répond pas avant 17h30. Okay. Le moment où on devait se voir. Sauf que moi, bah voilà, je m'emballe, je me dis, allez, c'est le moment, elle m'a proposé, je me libère. Même si elle me répond pas, je vais monter sur Paris. J'avais un truc à faire, je vais aller déposer des flyers là au cinéma. D'accord. Comme ça, je suis sur place, au cas où elle se libère. Je lui envoie un message, je lui dis, écoute, si c'est toujours OK pour toi, moi je suis sur Paris, j'ai réussi à me libérer. Et là, elle me répond, oh, mais moi, entre-temps, j'ai prévu autre chose. Je dis, OK, pas grave, tranquille, on se verra plus tard. Le lendemain, je lui dis, parce qu'il y avait aussi la possibilité de se voir le samedi soir, je lui dis, tu me tiendras au courant pour ce soir. Et je sais pas, il y a un échange de messages un peu bizarre où elle capte pas trop. Pour elle, quand je lui ai proposé qu'on se voit au moment où on devait se voir, elle m'a dit exactement, t'as cru que 5 minutes avant, j'allais me libérer pour toi. Ça, c'est le lendemain, du coup? Ça, le vendredi, la veille, là, quand je me suis déplacé. Okay. Tu vois, pour moi, je fais un truc cool. Je me dis, bon, allez, je me libère et je vais y aller, je vais être sur place. Non, pour elle, c'était un truc... je me suis emballé. Comment ça, 5 minutes avant, tu me préviens que t'es là, je vais me déplacer pour toi. Okay. Je dis, écoute, c'est pas grave. Il y a ce genre de... Parfois, par message... T'es pas sur la même longueur d'onde, tu fais une blague. J'ai dû expliquer des blagues. Ouais. La meuf, elle me dit à un moment, je lui dis, bon, tu vois, quand même, j'étais pris, mais j'ai quand même fait l'effort de venir. J'avais envie de te voir. Et elle me dit, oh, quel honneur. Elle me répond ça comme ça. Et bon, moi, ironiquement, je lui dis, t'as vu ce que je suis prêt à faire pour toi. C'est un truc de ouf. Je suis encore romantique, en fait. J'ai pas perdu ça. Et là, elle me dit, t'es sérieux, là? C'est premier degré. Je dis non, mais non, pas du tout, c'est second degré à fond. Et elle me dit, ah, ouf. Et au final, on s'est pas vu, j'ai dit, ah, tant mieux. En fait, ce qui est drôle dans ce que tu me racontes, c'est que par exemple, moi, je me mets dans la posture de la meuf et je comprends totalement ce qui s'est passé dans sa tête. Le coup de, t'as cru quoi, je suis ta pute, tu m'envoies un message 5 minutes avant, t'es fou, quoi. Sauf que je lui avais dit, je suis dispo à 15h. Mais en fait, et c'est amusant, c'est qu'au-delà de ton expérience ou de mon expérience, c'est que je pense sincèrement qu'on est tous tellement traumatisés par ce qu'on vit sur les applications de rencontres, par le nombre de rejets, par le nombre d'incompréhension, de relations qui ne donnent rien, de déceptions, qu'on est tous ultra à cran. Donc je te mets pas la faute sur toi ou sur la nana, parce qu'en l'occurrence, je pense qu'il y a un problème de communication. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des mecs sur les apps et qui m'envoient on se voit le lendemain. J'ai pas de news d'eux jusqu'à une demi-heure avant le rendez-vous, l'heure où on s'était dit, et ils m'envoient un message en me disant bon bah alors du coup on se retrouve à tel endroit, et que je réponde mais t'as cru quoi? Je suis à ta dispo, t'es fou quoi toi? Et en fait, peut-être que le mec de son côté, lui aussi, en fait, il m'a pas exprimé clairement qu'il s'était organisé pour, que ça allait prendre du temps, et puis aussi parce qu'on communique pas tous de la même manière sur notre temps, sur l'organisation de notre temps, etc. Et donc c'est juste un putain de manque de communication. Mais du coup, ça donne lieu à ce truc où on est mais tous ultra anxieux. Tu vois, quand tu me dis, la meuf, elle te dit, mais t'es sérieux et tout, clairement, j'aurais pu répondre ce genre de choses aussi. Et je dis pas que, tu vois, j'ai pas envie que ce soit mal interprété, je dis pas que les meufs prennent plus cher que les mecs sur les apps, etc. Je pense que si. En fait, je pense que on prend tous cher sur les apps, mais pas de la même manière.
C'est-à-dire que je pense qu'il y a une réalité. Les algorithmes pour les hommes sont ultra violents, ils ont peu de matchs, mais parce que eux aussi bousillent leur algorithme en envoyant 10 000 likes sans vraiment liker des profils qui leur plaisent. Donc forcément, l'algorithme ne peut pas fonctionner. C'est comme ça. Rien. C'est des maths, hein, les algorithmes. Hein. Donc si tu fais pas le calcul comme il faut, si tu joues pas le jeu, bah forcément que ton algorithme il est pourri. Et de l'autre côté, les meufs sont confrontées en permanence à du harcèlement dans leur poche, en ligne, à des comportements ultra toxiques de consommation, de rejet, d'insultes. Moi, je peux pas compter le nombre de fois où je me suis fait insulter sur les apps de dating. Mais pas que sur les apps, hein, sur Insta, partout. Sur Insta, écoute, ça va. Ouais. Justement, comment on peut arriver à sortir de ça, quoi? Moi, j'essaie. Hein. J'essaie d'en sortir. Je vais checker de temps en temps. Ça m'arrive de liker deux, trois profils, mais j'ai pas de notif. Voilà, j'y suis vraiment au cas où. Parce que ça devrait être comme ça, en fait. On devrait s'en servir comme ça. C'est un outil plutôt cool. Moi, je suis resté 2 ans et demi avec des filles rencontrées sur Tinder. Et pourtant, mon ex la plus récente, c'est une fille qui fréquentait les mêmes endroits que moi et on s'est jamais croisés. C'est ouf. Donc ça. voilà, ouais. Ça c'est cool. Toi, depuis que du coup t'es plus sur les apps, ça fait 2 mois que t'es plus sur les apps, ça? Il y a 2 mois, j'ai supprimé, je suis resté en dehors de ça pendant 1 mois. Après, j'y suis pas. Mais t'as remis. Activement, là, j'ai remis. T'as tenu 1 mois. Ouais, 1 mois, ouais. Ça me tue parce que vraiment, j'ai l'impression que tout le monde est accro à ces apps, c'est zinzin. Un peu, il y a un truc, y a un truc d'addiction, mais comme avec Insta, etc. Hein, t'as l'impression que t'es obligé d'y être. Et après, c'est plus un truc de curiosité, peut-être mal placé, tu vois. Il y a un truc d'ego aussi. Ça fait du bien d'avoir des matchs, ça fait du bien de parler avec des gens. Mais justement, toi d'ailleurs, en parlant d'ego et d'application de rencontre, je pense que comme tous les hommes, tu subis l'algorithme. Ouais. Et toi qui as l'air si sûr de toi, il y a aucun moment où ça t'ébranle? Déjà, je suis pas de la team qui like tous les profils. Je like vraiment quand j'aime bien. Donc on a quoi? On a que quelques likes par jour, je crois, sur Hinge. Des fois, je vais même pas au bout. Non, c'est un peu frustrant parce que quand ça match, justement, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte et ça va pas. Et je pense que, je sais pas si c'est l'algorithme, hein, mais je pense que mon profil, il y a ce truc de jugement aussi. Tu vois, il a 39 ans. C'est bizarre, il a 39 ans, il fait tout ça, il a l'air cool, il a pas de meuf. Ton téléphone sur toi? Il est là-bas. Hein. Tu peux me montrer ton profil? Vas-y, je te montre. Vas-y. Parce que je veux voir ce truc de... Est-ce que, moi, si je voyais ton profil, qu'est-ce que j'en penserais? Vas-y. Ça, on l'a jamais fait encore dans le podcast. Alors, ok, je connais le meilleur spot en vie pour manger des pancakes, pas mal. 39 ans, relation longue, ouverte aux relations courtes, monogamie, photo. Mais elle est affreuse, cette photo. Laquelle? Ouais, j'ai pas beaucoup de photos où on voit bien. Non, mais là, vraiment, enfin. Oui, bon. Au moins, on voit bien. Excuse-moi, ça va être vexant, mais je te le dis direct. Les meufs, quand elles voient cette photo-là, elles se disent pas que t'es un homme à femme. Hein. Ouais, sûrement. Sortir avec moi, c'est comme un tremblement de terre, un typhon sur la mer, un grand coup de tonnerre, plus 3 points si t'as la ref. Ouais. J'ai pas la ref. C'est une rêve de mec des années 90. Ok, photo. Tout ce que je demande, c'est que tu regardes tes films en série et séries en VO. Décidément, vraie problématique autour de la version originale. Petite photo de chien mignon, petite photo de mec au micro. Alors moi, je te le dis directement, il y a rien dans ce profil qui m'évoque que t'es un mec avec un succès de dingue, qui serait effrayant, ou un mec à femme. Vraiment, il y a des profils, hein, des fois je les vois, je me dis, ok, vibe oui, il y a pas de photo de moi torse nu. Tu vois, quand je vois ça, je me dis pas, putain, le mec c'est un homme à femme, il baisse toutes les femmes. Non, je pense pas que ton profil effraie les meufs. Qu'est-ce qui te fait penser que ça effraie les meufs? Mais c'est le retour que j'ai quand je parle avec les filles. Après, on me dit souvent, on me fait ressentir ce truc-là. T'es pas un mec sérieux, ça se voit. Alors, qu'à la limite que tu passes pas pour un mec sérieux, ok, mais je pense pas que ce soit dû au profil. Hein, Non, mais c'est pas une généralité. Hein. Et heureusement que je parle avec des filles qui me jugent pas à la première photo.
Mais en règle générale, c'est le premier ressenti. Après, quand tu parles avec moi, c'est bon, tu as capté le truc. Mais il y a aussi, je pense, dans mon caractère, un truc aussi qui fait penser ça. Je joue beaucoup de la prétention un peu exacerbée, tu vois. Et ça, il y a la plupart des gens, en tout cas les gens qui m'entourent, me connaissent et ils captent tout de suite que c'est un personnage et que c'est un rôle et que j'en joue, mais pour rigoler. Mais il y en a qui captent pas. Mais tant mieux après. Parce que si tu captes pas qu'en fait, je me la raconte pas. Ben, et du coup, pourquoi avoir besoin de se présenter comme ça si c'est pas le cas ? Je sais pas si... Je le fais pas exprès, je suis comme ça en fait. Quand tu m'as contacté pour participer au podcast, ton mail, il débutait en me disant... Donc, tu avais écouté l'épisode avec Léa. Tu as débuté le mail en me disant... voilà, je vous ai trouvé très dur par rapport aux hommes de plus de 39 ans. Ou en tout cas de plus de 35 ans, entre parenthèses, j'ai 39 ans. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on en parle. Dans l'épisode avec Léa, si je dois être très honnête, je trouve aussi que, déjà, c'est particulier parce que moi, mon rôle, c'est d'interviewer les gens, mais pas d'intervenir forcément, toujours de donner mon avis, même si je le fais beaucoup. Mais j'étais pas d'accord avec tout ce qui s'est dit dans cet épisode. Il y a des choses où j'étais d'accord, etc. Mais moi, j'aurais aimé savoir justement où est-ce que tu trouvais qu'en tout cas, globalement, dans le podcast, mes invités et moi, on était durs avec les hommes. Après, parfois, c'était marrant, mais j'ai plus exactement les phrases que vous avez sorties, mais à un moment, vous avez dit, ouais, passé 35 ans, les gars, ils ont une calvitie, ils ont un gros bide. Bah non, c'est pas vrai. Léa, tu me mets dans la sauce, ma sœur. Ouais, j'ai 39 ans, je fais du sport, j'ai pas de calvitie, ça va quoi. Je pense qu'on ne dirait pas trop. Les gens en général sont un peu choqués quand je dis que je vais avoir 40 ans au mois d'octobre. Donc non, on n'est pas tous comme ça. Et j'ai des potes aussi de plus de 35 qui n'ont pas de calvitie et qui n'ont pas de gros bide. Mais donc du coup, tu trouves que dans le podcast au global, on est dur avec les hommes que sur le physique ? Non, parce que j'ai pas écouté que celui-là. Ouais. Mais je pense qu'après, c'est lié à l'expérience de chacune, quoi. Si tu tombes que sur des vieux types, normal que tu te fasses une idée des mecs qui est pas super cool. Mais je me fais pas en sauveur des gars de plus de 35 ans ou des gars en général. On n'a pas tous de la calvitie. Regardez, j'ai les cheveux. Ouais, on peut faire un scalp vite fait. Mais non, moi, j'ai plein de potes qui m'entourent. Et en général, tu vois, mon ex de l'époque, quand elle est rentrée, c'est une fille qui a toujours vécu à Paris. Quand elle a intégré mon groupe de potes, elle était surprise. Elle s'est dit, ouais, mais en fait, il y a que des gens bien qui t'entourent, que tes frères, ils sont cool. J'ai 2 petits frères. Elle était étonnée. Mais non, en fait, il y a des gars cool. Je pense que t'as plein de potes, t'as plein de potes gars. Cool. Bah ouais. Non. J'en ai pas plein, non. Pas plein. Non. Déjà, je trouve que les relations, les amitiés hommes-femmes, c'est un peu compliqué parce que, en fait, à chaque fois que je suis devenue pote avec un gars, il y a toujours un moment où il tentait de me sauter, quoi. Donc, un peu déprimant. Ça, ok. Je peux comprendre. L'amitié homme-femme, c'est pas aussi linéaire que. Ouais, et puis globalement, quand je fais le bilan des amitiés hommes que j'ai dans ma vie, c'est tous des mecs qui sont assez fluides dans leur sexualité, dans leur attirance romantique. Je crois que j'ai pas un seul ami mec hétéro. Je crois que c'est que des amis mecs, soit qui sont gays, soit qui sont bi. Mais des mecs vraiment hétéros, j'en ai pas dans mon entourage. Aucun. Mais c'est bizarre un peu. Tu trouves pas ça problématique un peu ? Tu te dis pas, est-ce que c'est de la faute des gars ? Est-ce que c'est toi ? Honnêtement, je me sens pas en sécurité avec les hommes. Avec les hommes hétéros, je me sens pas en sécurité. Moi, j'ai besoin de relations amicales où on communique, où on grandit ensemble, où les relations ne sont pas superficielles, où les gens travaillent sur eux. C'est très important pour moi. Et mes amies femmes, elles vont toutes chez les psys, elles ont toutes évolué, elles sont pas toutes parfaites. Il y a des moments où on s'embrouille, il y a des moments où on se comprend pas. Et je pense notamment à une de mes très très bonnes amies, Aude. Je t'aime, ma sœur. Avec qui on a eu des hauts et des bas, avec qui des fois on s'écrit pas pendant plusieurs mois et pourtant, en fait, notre relation est tellement saine et dans la communication que tout passe. Et avec les hommes hétéros, je n'arrive pas à créer ce lien-là. Puis en plus, quand t'es une meuf féministe, que
justement, les petites blagues dont tu parlais, qui peuvent sonner un peu grossophobes, un peu racistes, un peu border, moi, c'est des trucs que je veux plus vivre dans ma vie. Je peux pas. Moi, ça m'agresse profondément. Et que je pense que, c'est marrant, il y a une journaliste qui m'a interviewé là-dessus il y a pas longtemps, mais je pense que le profil du petit mec féministe, de gauche, etc., il y a rien de plus problématique. C'est des mecs, une fois dans l'intimité, même quand t'es pote avec eux, ils font des blagues. T'es là genre, waouh. En fait, moi, oui, les blagues ont un sens, les mots ont un sens, ce qu'on consomme a un sens. On n'est pas parfait, personne n'est parfait, mais moi, je me sens trop en danger avec les hommes hétéros. Je peux pas du tout. Tous les mecs hétéros sont pas les mêmes. Je pense pas que tous les mecs hétéros soient les mêmes. Je pense que par contre, en fait, le genre masculin, ce qu'il représente en tant qu'entité, est problématique. Et je jette pas la faute sur les hommes en me disant, mais vous faites exprès d'être comme ça, etc. Je pense que c'est très dur de remettre en cause ses avantages. C'est très dur d'accepter de se regarder en face et de dire qu'on fait partie du problème. C'est comme tous les mecs. Moi, voilà, c'est ça aussi, en fait, des amis hétéros. J'en ai eu des mecs hétéros dans ma vie. Mais putain, les ouin-ouin not all men, putain, moi, je peux plus. Je peux plus, en fait. Ouais. Je pense sincèrement que tous les hommes ont été border à un moment dans leur vie. Pour plein de raisons différentes. Parce qu'on est dans une société patriarcale, parce que les hommes ont des acquis qui sont démesurés. Que les hommes ne sont pas dans une vie où ils ont peur. Tu vois, par exemple, c'est pour ça que c'est toujours intriguant quand je reçois un mec dans le podcast ou quand je parle de célibat avec un mec ou une meuf dans le podcast, c'est que les craintes se situent pas du tout au même endroit. Les meufs, quand elles me témoignent de ce dont elles ont peur dans le dating, ce dont elles ont peur dans la rencontre, elles ont peur pour leur sexualité, pour leur corps, pour leur sécurité, pour leur santé mentale. Elles ont peur de ça quand elles vont à un date. Les mecs, quand ils vont à un date, ils ont peur que la fille soit plus grosse que sur ses photos, qu'elle soit plus âgée que sur ses photos, que y ait pas le coup de cœur, que... Et tu vois, c'est ça, c'est en fait, si on n'est pas sur les mêmes vitesses. Je dis pas que les hommes ont tous les torts. Je dis pas ça. Je dis juste qu'on est dans une société où... Bien sûr. Il y a plein de gars, la plupart des gars ne se remettent pas en question. La plupart des gars ne sont pas conscients qu'au quotidien, c'est dur, c'est hyper dur d'être une meuf. Moi, j'ai mes potes filles tous les jours. Il n'y a pas un jour où elles m'envoient pas un message pour me dire on a essayé de me faire ci dans le métro, on m'a pris en photo. C'est compliqué. Et je comprends qu'après, ce soit dur de faire confiance aux mecs et d'avoir envie d'être pote avec des mecs. Après, moi, je ressens pas ça. J'ai beaucoup d'amis filles, mais je sais pas. J'ai toujours eu des amis filles et peut-être que c'est lié. J'ai été élevé par ma mère, seulement ma mère et ma grand-mère. Pendant longtemps, j'ai un beau-père qui est arrivé, mais il est arrivé hyper tard. Je sais pas si ça joue, ça, de me sentir proche des femmes, mais en tout cas, j'ai toujours été entouré de filles. Mes meilleurs amis, les gens avec qui je traîne le plus aujourd'hui, c'est des filles. Il y a très peu de mecs qui ont conscience de ça, que c'est dur d'être une meuf et on n'est pas sur le même pied d'égalité en ce qui concerne le dating, en ce qui concerne tout, la vie de tous les jours. Écoute, je vous dirai ça dans un autre épisode si j'ai réussi à me faire des amis hétéros, mais rien n'est moins sûr. On ira prendre un café si tu veux. On arrive à la fin de cet épisode, qui est passé très vite d'ailleurs. Je pose toujours une question à la fin. Si quelqu'un écoute ce podcast, si quelqu'un a eu un coup de cœur en t'écoutant, est-ce que déjà la personne... Bah si, pourquoi pas. Est-ce que déjà la personne peut t'écrire, peut en tout cas m'écrire pour te mettre en contact? Bien sûr. Ok, donc s'il y a des meufs qui ont des coups de cœur, let's go les copines. Et ta partenaire idéale, elle ressemble à quoi? C'est le moment petite annonce de l'amour. Physiquement, j'ai pas de style. Je sais qu'il y a un type de fille en général qui me plaît plus. J'aime bien les visages ronds. J'aime bien les filles qui ont des joues, tu vois, un peu. J'aime pas en général les filles qui ont des visages un peu longs et tout ça. Ok, donc Selena Gomez. Quelqu'un qui a pas besoin de moi. Quelqu'un qui a sa vie, qui kiffe sa vie, qui est heureuse dans sa vie et qui attend pas de moi que je l'élève ou que je la porte vers je ne sais quoi. Et mon petit frère, il y a pas longtemps, qui est sorti d'une rupture, il m'a dit ouais, faut que je trouve une meuf qui me complète, etc. Je dis non, trouve quelqu'un qui est déjà complet. Ça va. Tu vois, moi, je veux quelqu'un qui a des passions, qui kiffe ce qu'elle fait et quand on est ensemble, c'est mieux.
Et on regarde des films et on fait plein de trucs. En VO. Après, ça va, je peux faire des efforts. Très important, les meufs, si vous avez envie de lui écrire, regardez les films en VO, sinon ça ne passe pas. Non, mais il faut avoir des critères, t'as raison. Non, mais c'est génial, on a débuté le podcast sur le fait que, putain, les meufs qui regardent les films en VO, c'est pas possible. En VF, c'est pas possible. On finit là-dessus. Finalement, c'est une boucle merveilleuse. Incroyable. Merci beaucoup pour cet épisode. J'espère que t'as kiffé. J'ai kiffé. Ça aurait pu durer 4 heures, je pense. J'espère que tu t'es pas senti trop attaqué. Non. Je sais que quand j'interviewe des hommes, je suis un peu plus piquante. Mais je crois que j'ai été plus modérée cette fois-ci. Je crois, j'ai essayé. Non, ça va, c'était cool. Merci beaucoup les copines et les copains pour écouter ce podcast. Pour écouter ce podcast, ça ne veut rien dire, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux épisodes et je vous tease comme ça, mais les prochains épisodes ne seront pas en France, mais seront à Montréal et à New York. Je vous dis ça comme ça. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode ou tous les autres épisodes, n'hésitez pas à laisser une petite note sur Spotify, Apple Podcast, etc. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver à Leslie Grano, Lesye. Je vous dis pas la suite parce que c'est trop long et que vous trouverez probablement sur Instagram directement. Comme toujours, vive le féminisme et merci beaucoup de nous écouter. Bye!